Chapitre 18. Les poulpes. Pendant quelques jours, le Nautilus s'écarta constamment de la côte américaine. Il ne voulait pas, évidemment, fréquenter les flots du golfe du Mexique ou de la mer des Antilles. Cependant, l'eau n'eût pas manqué sous sa quille, puisque la profondeur moyenne de ces mers est de 1800 mètres. Mais probablement, ces parages semés d'îles et sillonnés de steamers ne convenaient pas au capitaine Nemo. Le 16 avril, nous eûmes connaissance de la Martinique et de la Guadeloupe à une distance de 30 milles environ. J'aperçus un instant leurs pitons élevés. Le Canadien, qui comptait mettre ses projets à exécution dans le golfe, soit en gagnant une terre, soit en accostant un des nombreux bateaux qui font le cabotage d'une île à l'autre, fut très décontenancé. La fuite eût été très praticable si Ned Land fût parvenu à s'emparer du canot à l'insu du capitaine Nemo, mais en plein océan, il ne fallait pas y songer. Le Canadien, Conseil et moi nous eûmes une assez longue conversation à ce sujet. Depuis 6 mois, nous étions prisonniers à bord du Nautilus, nous avions fait 17 000 lieues, et comme le disait Ned Land, il n'y avait pas de raison pour que cela finît. Il me fit donc une proposition à laquelle je ne m'attendais pas. Ce fut de poser catégoriquement cette question au capitaine Nemo. Le capitaine comptait-il nous garder indéfiniment à son bord ? Une semblable démarche me répugnait. Suivant moi, elle ne pouvait aboutir. Il ne fallait rien espérer du commandant du Nautilus, mais tout de nous seuls. D'ailleurs, depuis quelque temps, cet homme devenait plus sombre, plus retiré, moins sociable. Il paraissait m'éviter. Je ne le rencontrais qu'à de rares intervalles. Autrefois, il se plaisait à m'expliquer les merveilles sous-marines. Maintenant, il m'abandonnait à mes études et ne venait plus au salon. Quel changement s'était opéré en lui ? Pour quelle cause ? Je n'avais rien à me reprocher. Peut-être notre présence à bord lui pesait-elle ? Cependant, je ne devais pas espérer qu'il fût homme à nous rendre la liberté. Je priai donc Ned de me laisser réfléchir avant d'agir. Si cette démarche n'obtenait aucun résultat, elle pouvait raviver ses soupçons, rendre notre situation pénible et nuire au projet du Canadien. J'ajouterai que je ne pouvais en aucune façon arguer de notre santé. Si l'on accepte la rude épreuve de la banquise du pôle Sud, nous ne nous étions jamais mieux portés, ni Ned, ni Conseil, ni moi. Cette nourriture saine, cette atmosphère salubre, cette régularité d'existence, cette uniformité de température ne donnaient pas prise aux maladies, et pour un homme auquel les souvenirs de la terre ne laissaient aucun regret, pour un capitaine Nemo qui est chez lui, qui va où il veut, qui par des voies mystérieuses pour les autres, non pour lui-même, marche à son but, je comprenais une telle existence. Mais nous n'avions pas rompu avec l'humanité. Pour mon compte, je ne voulais pas ensevelir avec moi mes études si curieuses et si nouvelles. J'avais maintenant le droit d'écrire le vrai livre de la mer, et ce livre, je voulais que plus tôt que tard, il pût voir le jour. Là encore, dans ces eaux des Antilles, à 10 mètres au-dessous de la surface des flots, par les panneaux ouverts, que de produits intéressants j'eus à signaler sur mes notes quotidiennes. C'étaient, entre autres zoophytes, des galères connues sous le nom de physaliers pélagiques, sortes de grosses vessies oblongues, à reflets nacrés, tendant leurs membranes au vent et laissant flotter leurs tentacules bleus comme des fils de soie, charmantes méduses à l'œil, véritables orties au toucher qui distillent un liquide corrosif. C'étaient, parmi les articulés, des annélides longs d'1,5 mètre, armés d'une trompe rose et pourvus de 1700 organes locomoteurs qui serpentaient sous les eaux et jetaient en passant toutes les lueurs du spectre solaire. C'étaient, dans l'embranchement des poissons, des rémolubars, énormes cartilagineux longs de 10 pieds et pesant 600 livres, la nageoire pectorale triangulaire, le milieu du dos un peu bombé, les yeux fixés aux extrémités de la face antérieure de la tête et qui, flottant comme une épave de navire, s'appliquaient parfois comme un opaque volé sur notre vitre. C'étaient des balistes américains pour lesquels la nature n'a broyé que du blanc et du noir, des gobies plumiers, allongés et charnus, aux nageoires jaunes à la mâchoire proéminente, des scombres de 16 décimètres, à dents courtes et aiguës, couverts de petites écailles appartenant à l'espèce des albicores. Puis, par nuées, apparaissaient des surmulets, corsetés de raies d'or de la tête à la queue, agitant leurs resplendissantes nageoires, véritables chefs-d'œuvre de bijouterie consacrés autrefois à Diane, particulièrement recherchés des riches romains, et dont le proverbe disait « Ne les mange pas qui les prend ». Enfin des pomacantes dorées, ornées de bandelettes émeraudes,
habillés de velours et de soie, passaient devant nos yeux comme des seigneurs de Véronèse. Des spares éperonnés se dérobaient sous leurs rapides nageoires d'enracines, des clupanodons de 15 pouces s'enveloppaient de leurs lueurs phosphorescentes, des muges battaient la mer de leurs grosses queues charnues, des corégones rouges semblaient faucher les flots avec leurs pectorales tranchantes, et des sélènes argentées, dignes de leur nom, se levaient sur l'horizon des eaux comme autant de lunes aux reflets blanchâtres. Que d'autres échantillons merveilleux et nouveaux j'eusse encore observés, si le Nautilus ne se fût peu à peu abaissé vers les couches profondes. Ces plans inclinés l'entraînèrent jusqu'à des fonds de 2000 et 3500 mètres. Alors la vie animale n'était plus représentée que par des encrines, des étoiles de mer, de charmantes pentacrines têtes de méduses dont la tige droite supportait un petit calice, des troques, des quenottes sanglantes et des fissurelles, mollusques littoraux de grande espèce. Le 20 avril, nous étions remontés à une hauteur moyenne de 1500 mètres. La terre la plus rapprochée était alors cet archipel des îles Lucayes disséminé comme un tas de pavés à la surface des eaux. Là s'élevaient de hautes falaises sous-marines, murailles droites faites de blocs frustes disposés par larges assises, entre lesquelles se creusaient des trous noirs que nos rayons électriques n'éclairaient pas jusqu'au fond. Ces roches étaient tapissées de grandes herbes, de laminaires géants, de fucus gigantesques, un véritable espalier d'hydrophytes digne d'un monde de titans. De ces plantes colossales dont nous parlions, Conseil, Ned et moi, nous fûmes naturellement amenés à citer des animaux gigantesques de la mer. Les unes sont évidemment destinées à la nourriture des autres. Cependant, par les vitres du Nautilus presque immobile, je n'apercevais encore sur ces longs filaments que les principaux articulés de la division des brachioures, des lambres à longues pattes, des crabes violacés, des clios particuliers aux mers des Antilles. Il était environ 11 heures quand Ned Land attira mon attention sur un formidable fourmillement qui se produisait à travers les grandes algues. « Eh bien, dis-je, ce sont là de véritables cavernes à poulpes, et je ne serais pas étonné d'y voir quelques-uns de ces monstres. »« Quoi ?» fit Conseil. « Des calmars ? De simples calmars de la classe des céphalopodes ?»« Non, dis-je, des poulpes de grande dimension. Mais la minette s'est trompée sans doute, car je n'aperçois rien. » « Je le regrette, » répliqua Conseil. « Je voudrais contempler face à face l'un de ces poulpes dont j'ai tant entendu parler et qui peuvent entraîner des navires dans le fond des abîmes. Ces bêtes-là, ça se nomme des craques. »« Craques suffit, » répondit ironiquement le Canadien. « Kraken, » riposta Conseil, achevant son mot sans se soucier de la plaisanterie de son compagnon. « Jamais on ne me fera croire, dit Ned Land, que de tels animaux existent. »« Pourquoi pas ?» répondit Conseil. « Nous avons bien cru au narval de monsieur. » »« Nous avons eu tort, Conseil. »« Sans doute, mais d'autres y croient sans doute encore. »« C'est probable, Conseil. Mais pour mon compte, je suis bien décidé à n'admettre l'existence de ces monstres que lorsque je les aurai disséqués de ma propre main. »« Ainsi, me demanda Conseil, monsieur ne croit pas aux poulpes gigantesques. »« Ah, qui diable y a jamais cru ?» s'écria le Canadien. « Beaucoup de gens, ami Ned. »« Pas des pêcheurs. Des savants, peut-être. »« Pardon, Ned. Des pêcheurs et des savants. »« Mais moi qui vous parle, dit Conseil de l'air le plus sérieux du monde, je me rappelle parfaitement avoir vu une grande embarcation entraînée sous les flots par les bras d'un céphalopode. »« Vous avez vu cela ?» demanda le Canadien. « Oui, Ned. »« De vos propres yeux. »« De mes propres yeux. »« Où, s'il vous plaît ?»« À Saint-Malo, » répartit imperturbablement Conseil. « Dans le port ?» dit Ned Land ironiquement. « Non, dans une église, » répondit Conseil. « Dans une église ?» s'écria le Canadien. « Oui, ami Ned, c'était un tableau qui représentait le poulpe en question. »« Bon !» fit Ned Land éclatant de rire. « Monsieur Conseil qui me fait poser !»« Au fait, il a raison, dis-je. J'ai entendu parler de ce tableau. Mais le sujet qu'il représente est tiré d'une légende, et vous savez ce qu'il faut penser des légendes en matière d'histoire naturelle. D'ailleurs, quand il s'agit de monstres, l'imagination ne demande qu'à s'égarer. Non seulement on a prétendu que ces poulpes pouvaient entraîner des navires, mais un certain Olaus Magnus parle d'un céphalopode long d'1 mille qui ressemblait plutôt à une île qu'à un animal. On raconte aussi que l'évêque de Nidros dressa un jour un autel sur un rocher immense. Sa messe finie, le rocher se mit en marche et retourna à la mer. Le rocher était un poulpe. « Et c'est tout ?» demanda le Canadien.
Non, répondis-je. Un autre évêque, Pontoppidan de Berghem, parle également d'un poulpe sur lequel pouvait manœuvrer un régiment de cavalerie. Ils allaient bien, les évêques d'autrefois, dit Ned Land. Enfin, les naturalistes de l'Antiquité citent des monstres dont la gueule ressemblait à un golfe et qui étaient trop gros pour passer par le détroit de Gibraltar. À la bonne heure, fit le Canadien. Mais dans tous ces récits, qu'y a-t-il de vrai demanda Conseil. Rien, mes amis, rien du moins de ce qui passe la limite de la vraisemblance pour monter jusqu'à la fable ou à la légende. Toutefois, à l'imagination des conteurs, il faut, sinon une cause, du moins un prétexte. On ne peut nier qu'il existe des poulpes et des calmars de très grande espèce, mais inférieurs cependant aux cétacés. Aristote a constaté les dimensions d'un calmar de 5 coudées, soit 3,10 m. Nos pêcheurs en voient fréquemment, dont la longueur dépasse 1,80 m. Les musées de Trieste et de Montpellier conservent des squelettes de poulpes qui mesurent 2 mètres. D'ailleurs, suivant le calcul des naturalistes, un de ces animaux, long de 6 pieds seulement, aurait des tentacules longs de 27, ce qui suffit pour en faire un monstre formidable. « Empêche-t-on de nos jours ?» demanda le Canadien. « S'il n'empêche pas, les marins en voient du moins. Un de mes amis, le capitaine Paul Bose du Havre, m'a souvent affirmé qu'il avait rencontré un de ces monstres de taille colossale dans les mers de l'Inde. Mais le fait le plus étonnant, et qui ne permet plus de nier l'existence de ces animaux gigantesques, s'est passé il y a quelques années, en 1861. « Quel est ce fait ?» demanda Ned Land. « Le voici. En 1861, dans le nord-est de Tenerife, à peu près par la latitude où nous sommes en ce moment, l'équipage de l'aviso l'Alecton aperçut un monstrueux calmar qui nageait dans ses eaux. Le commandant Bouguer s'approcha de l'animal et il l'attaqua à coups de harpon et à coups de fusil, sans grand succès, car balles et harpons traversaient ses chairs molles comme une gelée sans consistance. Après plusieurs tentatives infructueuses, l'équipage parvint à passer un nœud coulant autour du corps du mollusque. Ce nœud glissa jusqu'aux nageoires caudales et s'y arrêta. On essaya alors de haler le monstre à bord, mais son poids était si considérable qu'il se sépara de sa queue sous la traction de la corde, et privé de cet ornement, il disparut sous les eaux. « Enfin, voilà un fait, dit Ned Land. « Un fait indiscutable, mon brave Ned. Aussi a-t-on proposé de nommer ce poulpe calmar de Bouguer. »« Et quelle était sa longueur ?» demanda le Canadien. « Ne mesurait-il pas 6 mètres environ ?» dit Conseil qui, posté à la vitre, examinait de nouveau les anfractuosités de la falaise. « Précisément, répondis-je. »« Sa tête, reprit Conseil, n'était-elle pas couronnée de 8 tentacules qui s'agitaient sur l'eau comme une nichée de serpent ?»« Précisément. »« Ses yeux, placés à fleur de tête, n'avaient-ils pas un développement considérable ?»« Oui, Conseil. »« Et sa bouche, n'était-ce pas un véritable bec de perroquet, mais un bec formidable ?»« En effet, Conseil. »« Eh bien, n'en déplaise à monsieur, répondit tranquillement Conseil. Si ce n'est pas le calmar de Bouguer, voici, du moins, un de ses frères. » Je regardai Conseil. Ned Land se précipita vers la vitre. « L'épouvantable bête !» s'écria-t-il. Je regardai à mon tour, et je ne pus réprimer un mouvement de répulsion. Devant mes yeux s'agitait un monstre horrible, digne de figurer dans les légendes tératologiques. C'était un calmar de dimension colossale, ayant 8 mètres de longueur. Il marchait à reculons avec une extrême vélocité dans la direction du Nautilus. Il regardait de ses énormes yeux fixes à teinte glauque. Ses 8 bras, ou plutôt ses 8 pieds, implantés sur sa tête, qui ont valu à ces animaux le nom de céphalopodes, avaient un développement double de son corps et se tordaient comme la chevelure des furies. On voyait distinctement les 250 ventouses disposées sur la face interne des tentacules sous forme de capsules semi-sphériques. Parfois, ces ventouses s'appliquaient sur la vitre du salon en y faisant le vide. La bouche de ce monstre, un bec de corne fait comme le bec d'un perroquet, s'ouvrait et se refermait verticalement. Sa langue, substance cornée armée elle-même de plusieurs rangées de dents aiguës, sortait en frémissant de cette véritable cisaille. Quelle fantaisie de la nature! Un bec d'oiseau à un mollusque. Son corps fusiforme et renflé dans sa partie moyenne formait une masse charnue qui devait peser 20 à 25 000 kilogrammes. Sa couleur inconstante, changeante avec une extrême rapidité suivant l'irritation de l'animal, passait successivement du gris livide au brun rougeâtre.
De quoi s'irritait ce mollusque? Sans doute de la présence de ce Nautilus plus formidable que lui, et sur lequel ses bras suceurs ou ses mandibules n'avaient aucune prise. Et cependant, quel monstre que ces poulpes! Quelle vitalité le Créateur leur a départie! Quelle vigueur dans leurs mouvements, puisqu'ils possèdent 3 cœurs! Le hasard nous avait mis en présence de ce calmar, et je ne voulus pas laisser perdre l'occasion d'étudier soigneusement cet échantillon des céphalopodes. Je surmontais l'horreur que m'inspirait son aspect, et prenant un crayon, je commençai à le dessiner. « C'est peut-être le même que celui de l'Alecton, dit Conseil. « Non, répondit le Canadien, puisque celui-ci est entier et que l'autre a perdu sa queue. »« Ce ne serait pas une raison, répondis-je. Les bras et la queue de ces animaux se reforment par régénération, et depuis 7 ans, la queue du calmar de Bouguer a sans doute eu le temps de repousser. D'ailleurs, riposta Ned, si ce n'est pas celui-ci, c'est peut-être un de ceux-là. » En effet, d'autres poulpes apparaissaient à la vitre de tribord. J'en comptai 7. Ils faisaient cortège au Nautilus, et j'entendais les grincements de leurs becs sur la coque de tôle. Nous étions servis à souhait. Je continuai mon travail. Ces monstres se maintenaient dans nos eaux avec une telle précision qu'ils semblaient immobiles, et j'aurais pu les décalquer en raccourci sur la vitre. D'ailleurs, nous marchions sous une allure modérée. Tout à coup, le Nautilus s'arrêta. Un choc le fit tressaillir dans toute sa membrure. « Est-ce que nous avons touché ?» demandai-je. « En tout cas, répondit le Canadien, nous serions déjà dégagés car nous flottons. » Le Nautilus flottait sans doute, mais il ne marchait plus. Les branches de son hélice ne battaient plus les flots. Une minute se passa. Le capitaine Nemo, suivi de son second, entra dans le salon. Je ne l'avais pas vu depuis quelque temps. Il me parut sombre. Sans nous parler, sans nous voir peut-être, il alla au panneau, regarda les poulpes et dit quelques mots à son second. Celui-ci sortit. Bientôt les panneaux se refermèrent, le plafond s'illumina. J'allai vers le capitaine. « Une curieuse collection de poulpes, » lui dis-je du ton dégagé que prendrait un amateur devant le cristal d'un aquarium. « En effet, monsieur le naturaliste, » me répondit-il, « et nous allons les combattre corps à corps. » Je regardai le capitaine, je croyais n'avoir pas bien entendu. « Corps à corps » répétai-je. « Oui, monsieur. » L'hélice est arrêtée. Je pense que les mandibules cornées de l'un de ces calmars se sont engagées dans ses branches, ce qui nous empêche de marcher. Et qu'allez-vous faire? Remonter à la surface et massacrer toute cette vermine. Entreprise difficile. En effet, les balles électriques sont impuissantes contre ces chairs molles où elles ne trouvent pas assez de résistance pour éclater. Mais nous les attaquerons à la hache. Et au harpon, monsieur, dit le Canadien, si vous ne refusez pas mon aide. Je l'accepte, maître Land. Nous vous accompagnerons, dis-je, et suivant le capitaine Nemo, nous nous dirigeâmes vers l'escalier central. Là, une dizaine d'hommes, armés de haches d'abordage, se tenaient prêts à l'attaque. Conseil et moi nous prîmes 2 haches. Ned Land saisit un harpon. Le Nautilus était alors revenu à la surface des flots. Un des marins, placé sur les derniers échelons, dévissait les boulons du panneau. Mais les écrous étaient à peine dégagés que le panneau se releva avec une violence extrême, évidemment tiré par la ventouse d'un bras de poulpe. Aussitôt, un de ses bras se glissa comme un serpent par l'ouverture, et 20 autres s'agitèrent au-dessus. D'un coup de hache, le capitaine Nemo coupa ce formidable tentacule qui glissa sur les échelons en se tordant. Au moment où nous nous pressions les uns sur les autres pour atteindre la plateforme, 2 autres bras, cinglant l'air, s'abattirent sur le marin placé devant le capitaine Nemo et l'enlevèrent avec une violence irrésistible. Le capitaine Nemo poussa un cri et s'élança au dehors. Nous nous étions précipités à sa suite. Quelle scène! Le malheureux, saisi par le tentacule et collé à ses ventouses, était balancé dans l'air aux caprices de cette énorme trompe. Il râlait, il étouffait, il criait « À moi! À moi !» Ces mots, prononcés en français, me causèrent une profonde stupeur. J'avais donc un compatriote à bord, plusieurs peut-être. Cet appel déchirant, je l'entendrais toute ma vie. L'infortuné était perdu. Qui pouvait l'arracher à cette puissante étreinte? Cependant, le capitaine Nemo s'était précipité sur le poulpe, et d'un coup de hache, il lui avait encore abattu un bras. Son second luttait avec rage contre d'autres monstres qui rampaient sur les flancs du Nautilus. L'équipage se battait à coups de hache. Le Canadien, Conseil et moi, nous enfoncions nos armes dans ces masses charnues. Une violente odeur de musc pénétrait l'atmosphère.
C'était horrible. Un instant, je crus que le malheureux, enlacé par le poulpe, serait arraché à sa puissante succion. 7 bras sur 8 avaient été coupés, un seul, brandissant la victime comme une plume, se tordait dans l'air. Mais au moment où le capitaine Nemo et son second se précipitaient sur lui, l'animal lança une colonne d'un liquide noirâtre sécrété par une bourse située dans son abdomen. Nous en fûmes aveuglés. Quand ce nuage se fut dissipé, le calmar avait disparu, et avec lui mon infortuné compatriote. Quelle rage nous poussa alors contre ces monstres! On ne se possédait plus. 10 ou 12 poulpes avaient envahi la plate-forme et les flancs du Nautilus. Nous roulions pêle-mêle au milieu de ces tronçons de serpents qui tressautaient sur la plate-forme dans des flots de sang et d'encre noire. Il semblait que ces visqueux tentacules renaissaient comme les têtes de l'hydre. Le harpon de Ned Land, à chaque coup, se plongeait dans les yeux glauques des calmars et les crevait, mais mon audacieux compagnon fut soudain renversé par les tentacules d'un monstre qu'il n'avait pu éviter. Ah! Comment mon cœur ne s'est-il pas brisé d'émotion et d'horreur! Le formidable bec du calmar s'était ouvert sur Ned Land. Ce malheureux allait être coupé en deux. Je me précipitai à son secours, mais le capitaine Nemo m'avait devancé. Sa hache disparut entre les deux énormes mandibules, et miraculeusement sauvé, le Canadien, se relevant, plongea son harpon tout entier jusqu'au triple cœur du poulpe. « Je me devais cette revanche, » dit le capitaine Nemo au Canadien. Ned s'inclina sans lui répondre. Ce combat avait duré un quart d'heure. Les monstres vaincus, mutilés, frappés à mort, nous laissèrent enfin place et disparurent sous les flots. Le capitaine Nemo, rouge de sang, immobile près du fanal, regardait la mer qui avait englouti l'un de ses compagnons, et de grosses larmes coulaient de ses yeux.